L'air lourd, humide et salé de la mer d'Andaman lui colle littéralement à la peau lorsqu'il sort du taxi climatisé et plisse les yeux sous le soleil aveuglant de Phuket. Il se tient devant un complexe d'appartements discrets, légèrement à l'écart des rues principales de Patong. Dans son sac se trouve une petite boîte en velours contenant une bague pour laquelle il a économisé chaque centime pendant plus de 6 mois. Il essuie la sueur de son front, s'approche de la porte à la peinture écaillée et frappe. Pas de réponse. Il frappe à nouveau, plus fort cette fois. Seul le bourdonnement monotone d'un climatiseur à l'étage supérieur brise le silence. Lorsqu'il sort son téléphone pour l'appeler, il fixe un écran qui lui indique que le numéro avec lequel il a échangé des milliers de messages au cours de la dernière année n'est plus attribué. La femme qui lui jurait un amour éternel, hier encore, est devenue un fantôme. Je m'appelle Stella. Je suis née et j'ai grandi en Thaïlande, et j'ai vu ces mêmes situations se reproduire des centaines de fois. Vous allez comprendre dans les prochaines minutes comment ces illusions orchestrées avec précision sont construites, pourquoi les hommes les plus intelligents deviennent aveugles aux signaux d'alarme les plus évidents, et comment l'architecture d'une ruine financière sous les tropiques est conçue étape par étape. Avant de continuer, merci de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. L'histoire de cet homme commence loin de l'île de Phuket. Elle commence, comme presque toutes ces dynamiques, à des milliers de kilomètres de là, dans un hiver européen glacial, devant un écran lumineux. C'est le désir profond d'une véritable connexion qui prépare le terrain pour ce qui va suivre. Il s'est inscrit sur une plateforme de rencontre, cherchant quelqu'un avec des valeurs traditionnelles, de la chaleur humaine, de la loyauté, et c'est là qu'il l'a trouvé. Ces photos ne montraient pas une employée de bar typique, mais une femme assise dans un café à Chiang Mai, une femme jouant avec sa nièce, une femme qui semblait mener une vie tout à fait normale et paisible. C'est la première grande erreur. L'hypothèse selon laquelle le profil numérique reflète la réalité analogique. Les conversations ont commencé innocemment. Ils ont parlé du temps, de la nourriture, de leurs rêves respectifs. Elle lui a demandé comment s'était passée sa journée, a montré un intérêt sincère pour son travail et ses soucis. Elle lui a donné le sentiment d'être vue, un sentiment qui lui manquait depuis longtemps dans son pays. Après quelques semaines de communication intense, le ton a subtilement changé. Ce n'était jamais une demande directe, c'était un léger soupir dans un message vocal. Une mention fortuite que la récolte de la famille dans le nord-est de la Thaïlande avait été mauvaise et que la mousson avait endommagé le toit de la maison familiale. C'est ici qu'intervient un concept fondamental que les Occidentaux comprennent rarement, le kreng jai. Cela décrit un profond sentiment de considération, le désir de ne pas causer d'ennui aux autres ou de ne pas les accabler. Un homme occidental qui comprend ce concept de manière superficielle, entend ses inquiétudes et pense qu'elle brise son kreng jai uniquement parce qu'elle est absolument désespérée et lui fait une confiance aveugle. Il se voit dans le rôle du protecteur, de celui qui résout les problèmes. Il envoie le premier argent, 500 €, juste pour dépanner. C'est un sentiment agréable. Il est son héros. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à cet instant, il a franchi un seuil invisible. Il est passé d'un partenaire potentiel à un sponsor. Un sponsor, dans cette sous-culture spécifique, est quelqu'un qui offre une stabilité financière en échange d'une exclusivité émotionnelle ou physique. Mais l'exclusivité n'existe que dans sa tête. Les mois ont passé et les transferts financiers sont devenus une routine. Tantôt c'était une urgence médicale d'un membre de la famille, tantôt une nouvelle moto dont elle avait besoin pour aller travailler. Les sommes se sont accumulées pour atteindre 10 000, puis 20 000 €. Lorsqu'il posait des questions prudentes, elle réagissait par un retrait émotionnel. Elle pleurait, elle lui reprochait de ne pas lui faire confiance. C'est une tactique classique. Le centre de la discussion est déplacé de la demande financière vers son manque de confiance à lui. L'homme occidental, prisonnier de sa propre peur de perdre cette connexion apparemment parfaite, fait marche arrière, s'excuse et fait un nouveau virement. C'est l'erreur des coûts irrécupérables dans sa forme la plus pure. Il a déjà investi tellement de capital émotionnel et financier
qu'une rupture de la relation équivaudrait à une faillite totale. Il continue donc à payer, dans l'espoir que le prochain transfert apportera enfin la stabilité qu'il désire tant. Puis vint le jour où il décida de laisser l'écran derrière lui. Il a acheté un billet d'avion, fait ses valises et s'est envolé pour Bangkok. Le plan était de la retrouver là-bas et de voyager ensemble à Phuket pour planifier une nouvelle vie. Lorsqu'il a atterri à Suvarnabhumi, l'euphorie était sans limite. Elle l'attendait vraiment. Les premiers jours à Bangkok ressemblaient à un rêve. Ils ont visité des temples, mangé dans de petites cuisines de rue et marché main dans la main sur Sukhumvit Road. Il a consciencieusement ignoré que son téléphone vibrait constamment, qu'elle se détournait souvent lorsqu'elle lisait des messages et qu'elle veillait ostensiblement à éviter certains quartiers comme Swakopmund ou le quartier de Nana. Il ne voulait pas détruire l'illusion. Il était l'acteur principal de son propre film romantique et elle jouait le parfait second rôle. Mais les fissures dans la façade ont commencé à s'élargir lorsqu'ils sont arrivés à Phuket. Ils avaient loué une belle villa. Tout semblait parfait. Jusqu'au soir où elle lui a expliqué qu'elle devait se rendre d'urgence dans sa province natale pendant 2 jours pour signer un document familial important. Il s'agissait d'une affaire purement bureaucratique, trop ennuyeuse pour lui. Il devait profiter de son temps à la plage. Il lui a donné de l'argent pour le vol et l'a regardé disparaître dans le taxi. Au cours de ces 2 jours, il s'est passé quelque chose qui allait faire s'effondrer sa vision du monde. Il était assis dans un petit bar à Kata Beach et a commencé à discuter avec un autre expatrié. Ils ont bu de la bière, ont parlé de la vie en Thaïlande et à un moment donné, il a fièrement montré à l'expatrié une photo de sa fiancée. L'autre homme s'est figé, a regardé longuement l'écran, puis a dit lentement qu'il connaissait cette femme. Elle ne travaillait pas dans un café, elle était une figure connue de la scène de Patpong à Bangkok et elle s'était envolée pour Phuket 3 jours plus tôt avec son petit ami danois de longue date. La réalité s'est abattue sur lui comme un raz-de-marée. Le petit ami danois n'était pas un inconnu. Dans le réseau complexe des dynamiques relationnelles thaïlandaises, le Danois était probablement son sponsor principal, ou peut-être même son mari thaïlandais en arrière-plan. Dans beaucoup de ces cas, la femme a un GIC, un partenaire secondaire, où elle agit elle-même comme Mia Noi, une épouse mineure ou maîtresse pour un homme local riche, tout en utilisant les hommes occidentaux comme des distributeurs automatiques de billets ambulants, un véritable ATM humain. Le système du bar fine, où un homme paie le bar pour libérer une femme pour la soirée, ou plus longtemps, n'est pas seulement une transaction financière. C'est un modèle commercial profondément enraciné. Beaucoup d'hommes croient qu'ils sauvent la femme du système grâce à ce paiement. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne font que souscrire un nouvel abonnement dans ce même système. Ils n'achètent pas la liberté, ils louent du temps. Il ne l'a pas confronté immédiatement. Il a fait quelque chose qui allait lui sauver la vie plus tard. Il a commencé à observer. Il n'a pas fouillé son téléphone, il a fouillé ses histoires. Il a comparé les dates de ses prétendues visites familiales avec les photos sur ses profils de réseaux sociaux cachés, qu'il avait trouvés avec l'aide de l'expatrié. La vérité était une mosaïque de mensonges. L'opération pour le père, une augmentation mammaire à Bangkok. Le toit cassé, l'acompte pour un pick-up enregistré au nom de son petit ami thaïlandais. Le prétendu café à Chiang Mai, un décor pour des séances photos. Chaque centime qu'il avait viré avait servi à financer une vie parallèle dans laquelle il n'existait pas, si ce n'est en tant qu'étranger naïf qui paie toujours. Lorsqu'elle est revenue, rayonnante et pleine d'histoire sur son prétendu village natal, il l'a prise en flagrant délit de mensonge. Il l'a confrontée aux preuves. Sa réaction fut un chef-d'œuvre de manipulation. Il n'y eut pas de larmes de remords. Elle a utilisé le principe du me pen rai, qui signifie grosso modo « ce n'est pas grave ou pas de problème », mais qui, dans les situations de conflit, est souvent utilisé comme une arme massive de déviation. Elle a haussé les épaules. Elle lui a expliqué froidement qu'il comprenait tout de travers, que les hommes occidentaux ne pouvaient tout simplement pas comprendre la culture thaïlandaise. Elle a inversé les rôles. Elle lui a dit que s'il l'aimait vraiment, il ne fouinerait pas dans son passé. Il était le méchant. C'était lui qui avait détruit la confiance.
C'est le moment où le piège se referme définitivement. L'homme, qui a tant investi, a le choix d'accepter la réalité dure et froide et de tout perdre, ou de se soumettre au lavage de cerveau, de s'excuser et de maintenir l'illusion. Il a choisi la réalité. Il a fait ses valises et est parti. Il s'est rendu dans le complexe d'appartements vides de Patong, qu'elle avait indiqué comme son adresse officielle, juste pour en avoir le cœur net. Il a frappé à la porte écaillée et n'a trouvé que le vide. Elle était passée à autre chose depuis longtemps. Le sponsor danois payait probablement déjà pour le chapitre suivant. Faisons une petite pause ici. Avez-vous déjà vécu une situation où votre instinct vous disait que quelque chose n'allait pas, mais vous l'avez rigoureusement ignoré pour ne pas briser l'illusion? Laissez un commentaire pour partager votre expérience et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cet homme n'est pas une exception. Il est la règle. Le démantèlement de son propre ego, après une telle expérience, est monumental. On ne perd pas seulement son argent, on perd la foi en son propre jugement. On se tient devant le miroir et on se demande comment on a pu être aussi aveugle. La réponse est simple. On n'a pas été trompé par une criminelle évidente, mais par une maîtresse du reflet émotionnel. Elle était exactement ce dont il avait besoin, exactement au moment où il était le plus vulnérable. Ce n'était jamais de l'amour, c'était un service émotionnel sur mesure. Plongeons encore plus profondément dans la psychologie de ce service émotionnel. Pourquoi fonctionne-t-il si terriblement bien? La raison réside dans la socialisation occidentale. L'homme moyen d'Europe ou d'Amérique du Nord grandit avec l'idée que l'amour et le sacrifice matériel sont indissociables. Le chevalier en armure étincelante sauve la princesse. Cette structure narrative est non seulement comprise par les arnaqueuses professionnelles en Thaïlande, mais elle est disséquée avec précision et retournée contre l'homme. La femme se présente intentionnellement comme impuissante, victime de circonstances défavorables. Elle joue le rôle de l'âme vulnérable, qui ne peut être sauvée que par la pure bonté d'un homme fort et généreux. Cela fait appel au plus profond de l'instinct de protection. Lorsque l'homme effectue ensuite le premier virement de 500 €, son cerveau libère de la dopamine. Il se sent puissant, utile, masculin. C'est une ivresse qui rend bien plus dépendant que l'alcool. Et tout comme pour une dépendance, la dose doit être augmentée régulièrement pour obtenir le même effet émotionnel. Bientôt, payer la facture d'électricité ne suffit plus pour ressentir ce sentiment d'importance. Il faut le nouveau téléphone, puis le scooter, puis la rénovation de la maison des parents, au fin fond de l'Isan. L'homme croit acheter les briques d'une fondation commune. En réalité, il finance une maison dans laquelle il n'entrera jamais, ou s'il y entre, ce sera seulement en tant qu'invité toléré qui enlève ses chaussures à la porte et sourit, tandis que toute la famille sait secrètement qu'il n'est que le distributeur de billets actuel. Dans de nombreux villages, il y a de véritables compétitions pour savoir qui a attrapé le sponsor étranger le plus lucratif. Les maisons qui surgissent de nulle part, avec des toits brillants et des SUV flambant neufs dans l'allée, sont les trophées d'une guerre sociale invisible. L'homme étranger n'est pas une personne respectée. Il est un moyen de parvenir à une fin. Ses sentiments ne sont pas pertinents, son compte bancaire est tout ce qui compte. Un autre cas, que j'ai analysé l'année dernière, montre une variante encore plus subtile de cette dynamique fatale. Élargissons la perspective. Un homme, que nous appellerons le pragmatique, pensait avoir évité toutes les erreurs des autres. Il connaissait les histoires de Pattaya. Il connaissait les dangers autour d'Asok et de Tonglor à Bangkok. Il a délibérément cherché hors des sentiers battus et a rencontré une femme par le biais d'un réseau professionnel. Elle travaillait dans l'immobilier. C'était une femme indépendante avec son propre revenu, fière et apparemment immunisée contre les dépendances financières habituelles. Il était fasciné par son indépendance. Pas un mot sur des buffles d'eau malades, pas de toit délabré en province. Mais la méthodologie de l'exploitation s'adapte toujours à la victime. Si l'homme est trop intelligent pour les mensonges évidents, la tromperie est déplacée à un niveau supérieur, beaucoup plus complexe. Avec elle, tout a commencé par des investissements. Elle a parlé de terrains dans les zones en plein essor au nord de Phuket, de rendement et d'un avenir commun basé sur la croissance financière. Lui,
l'homme d'affaires prospère d'Europe, se sentait dans son élément. Il comprenait les chiffres, il comprenait les contrats. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était le système juridique thaïlandais et la pratique des prête-noms. Comme les étrangers ne sont généralement pas autorisés à posséder directement des terres en Thaïlande, ils ont créé une société. Elle détenait 51% des parts, lui, les 49 restants. Une procédure standard, pensait-il. Il a transféré 150 000 € pour un terrain prometteur. Les mois ont passé. Il lui rendait visite régulièrement. La relation semblait fonctionner d'égal à égal. Il ne fréquentait pas les bars, il dînait dans des restaurants huppés, il rencontrait d'autres couples apparemment prospères. L'illusion de sécurité était absolue. Mais un jour, alors qu'il s'est envolé pour la Thaïlande 2 semaines plus tôt que prévu pour lui faire une surprise, il ne l'a pas trouvé dans son élégant bureau. Il l'a trouvé dans le hall d'un hôtel de luxe, bras dessus, bras dessous, avec un politicien local. Lorsqu'il l'a confronté plus tard, sa réaction n'a pas été le désespoir, mais un calcul glacial. Elle lui a expliqué très calmement qu'il s'agissait de relations d'affaires qu'il ne pouvait pas comprendre en tant qu'étranger. Lorsqu'il a voulu retirer son investissement, le piège s'est refermé. Le terrain qu'ils avaient acheté était déjà grevé d'énormes hypothèques, des dettes qu'elle avait contractées au nom de l'entreprise commune pendant qu'il était en Europe. L'argent avait disparu, blanchi par un réseau complexe de transactions sur l'or et de ventes immobilières au sein de sa grande famille. Le pragmatique, qui pensait investir d'égal à égal, n'avait fait que financer le style de vie opulent d'un réseau local dans lequel il n'a jamais été plus qu'un bailleur de fonds utile. Il a perdu plus de 200 000 € et a failli perdre la raison. Ces histoires se recoupent sans cesse. Les acteurs changent, les décors passent des routes poussiéreuses de Lisan, aux bureaux climatisés de Bangkok ou aux villas de luxe de Phuket, mais la mécanique émotionnelle et financière sous-jacente reste absolument identique. L'homme occidental arrive avec son propre ensemble d'idéaux romantiques, forgés par sa culture. Il recherche la loyauté, la transparence et un partenariat où les deux parties tirent dans la même direction. Il projette ses idéaux sur une femme dont la réalité est dictée par des stratégies de survie et des obligations familiales totalement différentes. Dans le monde occidental, une relation signifie que le partenaire passe avant tout. Dans la réalité thaïlandaise de beaucoup de ces femmes, la famille trône incontestablement au sommet de la hiérarchie. Le devoir de subvenir financièrement aux besoins des parents vieillissants, et souvent aussi des frères et sœurs et de leurs enfants, n'est pas un supplément facultatif, c'est une obligation existentielle. Un partenaire étranger dans ce système n'est souvent pas l'âme sœur, mais une ressource. Une ressource très lucrative qui est traite jusqu'à ce qu'elle soit asséchée. Et lorsque cela se produit, le système passe sans problème à la ressource suivante. La cruauté ne réside pas dans la transaction financière elle-même. Si c'était un échange honnête, un accord transparent, ce serait un arrangement commercial. La cruauté réside dans la tromperie émotionnelle, dans les milliers d'heures passées au téléphone, dans les larmes simulées, dans les fausses promesses d'un avenir commun. C'est le vol de temps et d'énergie vitale. Les hommes passent des années à construire un avenir qui n'a jamais existé. Ils s'isolent de leurs amis dans leur pays, ils font des doubles journées de travail, ils contractent des prêts, tout cela pour un mirage qui se dissipe dès qu'il est exposé à la lumière crue de la vérité. Il y a encore une autre dimension que nous n'avons pas encore abordée, et c'est l'isolement juridique dans lequel ces hommes se placent. Lorsque le château de cartes s'effondre, ils ne se retrouvent pas seulement émotionnellement devant le néant, mais aussi juridiquement sur un terrain totalement inconnu. La jurisprudence thaïlandaise est complexe et protège, à juste titre, ses propres citoyens. Lorsqu'un étranger va voir la police parce qu'il a transféré 100 000 € à une femme et qu'il découvre maintenant qu'elle l'a trompé, la première question des officiers est souvent de savoir s'il y avait un contrat. Bien sûr, il n'y avait pas de contrat. C'était de l'amour, du moins dans sa tête. Aux yeux de la loi, c'était une donation volontaire, un cadeau qui ne peut pas être réclamé. La police sourit amicalement, utilise peut-être le concept du Mae Pen Rai pour désamorcer la situation et le renvoie dans sa chambre d'hôtel. Là, il est assis, isolé de son environnement habituel,
tourmentés par le décalage horaire et la panique. C'est le moment où beaucoup d'hommes s'effondrent complètement. Ils réalisent qu'ils ont vécu dans une chambre d'écho de leur propre naïveté. Ils ont balayé toutes les mises en garde de leurs amis restés au pays. Ils se sont convaincus que leur situation était différente, que leur femme était différente. La phrase « elle est différente » est probablement la phrase la plus chère qu'un homme occidental en Thaïlande puisse jamais prononcer. C'est l'expression verbale d'un aveuglement total. Chacun croit avoir trouvé l'exception dorée, le diamant brut dans le marécage de l'amour vénal. Mais à la fin, ils atterrissent tous dans la même statistique de désillusion. Jetons un coup d'œil aux méthodes par lesquelles l'entourage de la femme soutient cette illusion. Ce n'est presque jamais un acte isolé. C'est une entreprise collective à laquelle des villages entiers peuvent participer. Lorsque le sponsor vient en visite, une gigantesque représentation théâtrale est mise en scène. Les vrais maris disparaissent pendant ces semaines, sous prétexte d'être en déplacement professionnel. Les enfants sont présentés comme des nièces ou des neveux. La communauté du village joue le jeu, car tout le monde profite directement ou indirectement de l'argent frais qui afflue. Le magasin d'or local vend des bijoux qui sont ensuite retournés avec une petite décote dès que l'étranger est parti. Le concessionnaire automobile vend le pick-up qui est revendu 3 mois plus tard pour couvrir de prétendus frais d'hôpital. C'est une machine de redistribution des richesses extrêmement efficace, parfaitement huilée, basée sur le chantage émotionnel. Et les hommes? Ils retournent à leur quotidien gris, travaillent encore plus dur, envoient encore plus d'argent, motivés par le souvenir des visages souriants du village, du respect qui leur a été apparemment témoigné. Ils ne comprennent pas que ce respect est strictement indexé sur le taux de change du baht. Si le paiement cesse, le sourire disparaît aussi vite qu'il est apparu. Ensuite commencent les reproches. Tu ne m'aimes pas vraiment. Tu es comme tous les autres étrangers. Tu veux juste m'utiliser. L'inversion classique, victime-bourreau. L'homme qui vient de sacrifier les économies de toute une vie se retrouve soudain dans le rôle de l'exploiteur sans cœur et transfère désespérément le montant suivant, juste pour restaurer sa bonne réputation. Une autre facette de ce réseau complexe est la dynamique de la disponibilité constante. Le développement technologique a permis aux arnaqueuses de maintenir parfaitement l'illusion d'exclusivité. Autrefois, le contrôle s'arrêtait à l'aéroport. Aujourd'hui, il s'étend jusque dans la chambre de la victime, à 10 000 km de là. Les appels vidéo au milieu de la nuit suggèrent la fidélité et la transparence. Elle lui montre son lit vide, elle lui murmure des mots doux. Ce qu'il ne voit pas, c'est le djik qui attend silencieusement dans la pièce voisine que l'appel soit terminé. Cette présence virtuelle constante est un puissant outil de contrôle. Elle donne à l'homme occidental un faux sentiment de sécurité. Il croit que, puisqu'il peut suivre chacun de ses pas sur l'écran, il a le contrôle. En réalité, elle contrôle son attention. Elle décide de la partie de la réalité qu'il est autorisé à voir. Le smartphone n'est pas la fenêtre sur son âme, c'est le cadre de son théâtre. À cela s'ajoute l'isolement psychologique. L'arnaqueuse travaille systématiquement à aliéner l'homme de son réseau social. Dès que des amis ou de la famille dans son pays d'origine émettent des doutes prudents, elle les dépeindra comme racistes, jaloux ou hostiles. Elle exige une loyauté absolue. Elle le force à se placer dans une position où il doit choisir entre elle et son ancienne vie. Comme l'ancienne vie semblait souvent grise, stressante et insatisfaisante, le choix se porte trop souvent sur l'illusion brillante et colorée des tropiques. Il la défend contre toutes les accusations. Il devient son avocat le plus bruyant. Chaque attaque extérieure semble les souder davantage. C'est la dynamique classique d'une secte, à la différence que la secte est composée d'exactement 2 personnes. Et puis il y a le retour. Beaucoup d'hommes ne supportent pas le choc de la découverte. Lorsqu'ils se tiennent devant la porte vide à Phuket ou qu'ils la trouvent dans les bras d'un autre homme, quelque chose de fondamental se brise en eux. Certains sombrent dans l'alcool, buvant littéralement à en mourir dans les bars de Patong pour anesthésier la douleur. D'autres tombent dans une spirale de colère et de fantasmes de vengeance qui les plonge encore plus dans le pétrin. Les prisons thaïlandaises sont pleines d'étrangers qui pensaient pouvoir se faire justice eux-mêmes.
Ils oublient qu'ils ne sont que des invités temporaires dans ce pays. Peu importe combien d'argent ils ont investi, peu importe combien de maisons ils ont construites, ils ne deviendront jamais des locaux. Ils restent le pharaon, l'étranger de l'extérieur, dont l'argent est pris volontiers, mais dont le manque de respect envers les lois non écrites du pays est rigoureusement puni. Il faut une immense force pour admettre son échec. Il faut du courage pour ramasser les morceaux, faire une croix sur la perte et quitter le pays sans se retourner. Les hommes qui réussissent cela, qui prennent le vol de retour et rompent définitivement le contact, sont les vrais survivants. Ils portent des cicatrices que personne ne voit, et ils ont appris une leçon dont le prix était astronomique. Mais ils ont au moins la chance de prendre un nouveau départ. Les autres restent enfermés dans une boucle sans fin. Ils pardonnent, ils oublient, ils paient à nouveau. Ils croient aux nouveaux mensonges, aux excuses selon lesquelles ce n'était qu'un terrible malentendu. Ils retournent aux distributeurs de billets, dans la peur constante et paralysante que l'illusion éclate définitivement demain. Cet homme n'est pas une exception. Il est la règle. Le démantèlement de son propre ego, après une telle expérience, est monumental. On ne perd pas seulement son argent, on perd la foi en son propre jugement. On se tient devant le miroir et on se demande comment on a pu être aussi aveugle. La réponse est simple. On n'a pas été trompé par une criminelle évidente, mais par une maîtresse du reflet émotionnel. Elle était exactement ce dont il avait besoin, exactement au moment où il était le plus vulnérable. Ce n'était jamais de l'amour, c'était un service émotionnel sur mesure. Plongeons encore plus profondément dans la psychologie de ce service émotionnel. Pourquoi fonctionne-t-il si terriblement bien? La raison réside dans la socialisation occidentale. L'homme moyen d'Europe ou d'Amérique du Nord grandit avec l'idée que l'amour et le sacrifice matériel sont indissociables. Le chevalier en armure étincelante sauve la princesse. Cette structure narrative est non seulement comprise par les arnaqueuses professionnelles en Thaïlande, mais elle est disséquée avec précision et retournée contre l'homme. La femme se présente intentionnellement comme impuissante, victime de circonstances défavorables. Elle joue le rôle de l'âme vulnérable qui ne peut être sauvée que par la pure bonté d'un homme fort et généreux. Cela fait appel au plus profond de l'instinct de protection. Lorsque l'homme effectue ensuite le premier virement de 500 €, son cerveau libère de la dopamine. Il se sent puissant, utile, masculin. C'est une ivresse qui rend bien plus dépendant que l'alcool. Et tout comme pour une dépendance, la dose doit être augmentée régulièrement pour obtenir le même effet émotionnel. Bientôt, payer la facture d'électricité ne suffit plus pour ressentir ce sentiment d'importance. Il faut le nouveau téléphone, puis le scooter, puis la rénovation de la maison des parents au fin fond de l'Isan. L'homme croit acheter les briques d'une fondation commune. En réalité, il finance une maison dans laquelle il n'entrera jamais, ou s'il y entre, ce sera seulement en tant qu'invité toléré qui enlève ses chaussures à la porte et sourit, tandis que toute la famille sait secrètement qu'il n'est que le distributeur de billets actuel. Dans de nombreux villages, il y a de véritables compétitions pour savoir qui a attrapé le sponsor étranger le plus lucratif. Les maisons qui surgissent de nulle part, avec des toits brillants et des SUV flambant neufs dans l'allée, sont les trophées d'une guerre sociale invisible. L'homme étranger n'est pas une personne respectée. Il est un moyen de parvenir à une fin. Ses sentiments ne sont pas pertinents. Son compte bancaire est tout ce qui compte. Un autre cas, que j'ai analysé l'année dernière, montre une variante encore plus subtile de cette dynamique fatale. Élargissons la perspective. Un homme, que nous appellerons le pragmatique, pensait avoir évité toutes les erreurs des autres. Il connaissait les histoires de Pattaya, il connaissait les dangers autour d'Asok et de Tonglor à Bangkok. Il a délibérément cherché hors des sentiers battus et a rencontré une femme par le biais d'un réseau professionnel. Elle travaillait dans l'immobilier. C'était une femme indépendante avec son propre revenu, fière et apparemment immunisée contre les dépendances financières habituelles. Il était fasciné par son indépendance. Pas un mot sur des buffles d'eau malade, pas de toit délabré en province. Mais la méthodologie de l'exploitation s'adapte toujours à la victime. Si l'homme est trop intelligent pour les mensonges évidents, la tromperie est déplacée à un niveau supérieur, beaucoup plus complexe.
Avec elle, tout a commencé par des investissements. Elle a parlé de terrains dans les zones en plein essor au nord de Phuket, de rendement et d'un avenir commun basé sur la croissance financière. Lui, l'homme d'affaires prospère d'Europe, se sentait dans son élément. Il comprenait les chiffres, il comprenait les contrats. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était le système juridique thaïlandais et la pratique des prête-noms. Comme les étrangers ne sont généralement pas autorisés à posséder directement des terres en Thaïlande, ils ont créé une société. Elle détenait 51% des parts, lui, les 49 restants. Une procédure standard, pensait-il. Il a transféré 150 000 € pour un terrain prometteur. Les mois ont passé. Il lui rendait visite régulièrement. La relation semblait fonctionner d'égal à égal. Il ne fréquentait pas les bars, il dînait dans des restaurants huppés, il rencontrait d'autres couples apparemment prospères. L'illusion de sécurité était absolue. Mais un jour, alors qu'il s'est envolé pour la Thaïlande 2 semaines plus tôt que prévu pour lui faire une surprise, il ne l'a pas trouvé dans son élégant bureau. Il l'a trouvé dans le hall d'un hôtel de luxe, bras dessus, bras dessous avec un politicien local. Lorsqu'il l'a confronté plus tard, sa réaction n'a pas été le désespoir, mais un calcul glacial. Elle lui a expliqué très calmement qu'il s'agissait de relations d'affaires qu'il ne pouvait pas comprendre en tant qu'étranger. Lorsqu'il a voulu retirer son investissement, le piège s'est refermé. Le terrain qu'ils avaient acheté était déjà grevé d'énormes hypothèques, des dettes qu'elle avait contractées au nom de l'entreprise commune pendant qu'il était en Europe. L'argent avait disparu, blanchi par un réseau complexe de transactions sur l'or et de ventes immobilières au sein de sa grande famille. Le pragmatique, qui pensait investir d'égal à égal, n'avait fait que financer le style de vie opulent d'un réseau local dans lequel il n'a jamais été plus qu'un bailleur de fonds utile. Il a perdu plus de 200 000 € et a failli perdre la raison. Ces histoires se recoupent sans cesse. Les acteurs changent, les décors passent des routes poussiéreuses de Lizon, aux bureaux climatisés de Bangkok ou aux villas de luxe de Phuket, mais la mécanique émotionnelle et financière sous-jacente reste absolument identique. L'homme occidental arrive avec son propre ensemble d'idéaux romantiques, forgés par sa culture. Il recherche la loyauté, la transparence et un partenariat où les deux parties tirent dans la même direction. Il projette ses idéaux sur une femme dont la réalité est dictée par des stratégies de survie et des obligations familiales totalement différentes. Dans le monde occidental, une relation signifie que le partenaire passe avant tout. Dans la réalité thaïlandaise de beaucoup de ces femmes, la famille trône incontestablement au sommet de la hiérarchie. Le devoir de subvenir financièrement aux besoins des parents vieillissants, et souvent aussi des frères et sœurs, et de leurs enfants, n'est pas un supplément facultatif, c'est une obligation existentielle. Un partenaire étranger dans ce système n'est souvent pas l'âme sœur, mais une ressource. Une ressource très lucrative, qui est traite jusqu'à ce qu'elle soit asséchée. Et lorsque cela se produit, le système passe sans problème à la ressource suivante. La cruauté ne réside pas dans la transaction financière elle-même. Si c'était un échange honnête, un accord transparent, ce serait un arrangement commercial. La cruauté réside dans la tromperie émotionnelle, dans les milliers d'heures passées au téléphone, dans les larmes simulées, dans les fausses promesses d'un avenir commun. C'est le vol de temps et d'énergie vitale. Les hommes passent des années à construire un avenir qui n'a jamais existé. Ils s'isolent de leurs amis dans leur pays, ils font des doubles journées de travail, ils contractent des prêts, tout cela pour un mirage qui se dissipe dès qu'il est exposé à la lumière crue de la vérité. Il y a encore une autre dimension que nous n'avons pas encore abordée, et c'est l'isolement juridique dans lequel ces hommes se placent. Lorsque le château de cartes s'effondre, ils ne se retrouvent pas seulement émotionnellement devant le néant, mais aussi juridiquement sur un terrain totalement inconnu. La jurisprudence thaïlandaise est complexe et protège, à juste titre, ses propres citoyens. Lorsqu'un étranger va voir la police parce qu'il a transféré 100 000 € à une femme et qu'il découvre maintenant qu'elle l'a trompé, la première question des officiers est souvent de savoir s'il y avait un contrat. Bien sûr, il n'y avait pas de contrat, c'était de l'amour, du moins dans sa tête. Aux yeux de la loi, c'était une donation volontaire.
un cadeau qui ne peut pas être réclamé. La police sourit amicalement, utilise peut-être le concept du Mepenrai pour désamorcer la situation et le renvoie dans sa chambre d'hôtel. Là, il est assis, isolé de son environnement habituel, tourmenté par le décalage horaire et la panique. C'est le moment où beaucoup d'hommes s'effondrent complètement. Ils réalisent qu'ils ont vécu dans une chambre d'écho de leur propre naïveté. Ils ont balayé toutes les mises en garde de leurs amis restés au pays. Ils se sont convaincus que leur situation était différente, que leur femme était différente. La phrase « elle est différente » est probablement la phrase la plus chère qu'un homme occidental en Thaïlande puisse jamais prononcer. C'est l'expression verbale d'un aveuglement total. Chacun croit avoir trouvé l'exception dorée, le diamant brut dans le marécage de l'amour vénal. Mais à la fin, ils atterrissent tous dans la même statistique de désillusion. Jetons un coup d'œil aux méthodes par lesquelles l'entourage de la femme soutient cette illusion. Ce n'est presque jamais un acte isolé. C'est une entreprise collective à laquelle des villages entiers peuvent participer. Lorsque le sponsor vient en visite, une gigantesque représentation théâtrale est mise en scène. Les vrais maris disparaissent pendant ces semaines, sous prétexte d'être en déplacement professionnel. Les enfants sont présentés comme des nièces ou des neveux. La communauté du village joue le jeu, car tout le monde profite directement ou indirectement de l'argent frais qui afflue. Le magasin d'or local vend des bijoux, qui sont ensuite retournés avec une petite décote dès que l'étranger est parti. Le concessionnaire automobile vend le pick-up, qui est revendu 3 mois plus tard, pour couvrir de prétendus frais d'hôpital. C'est une machine de redistribution des richesses, extrêmement efficace, parfaitement huilée, basée sur le chantage émotionnel. Et les hommes? Ils retournent à leur quotidien gris, travaillent encore plus dur, envoient encore plus d'argent, motivés par le souvenir des visages souriants du village, du respect qui leur a été apparemment témoigné. Ils ne comprennent pas que ce respect est strictement indexé sur le taux de change du baht. Si le paiement cesse, le sourire disparaît aussi vite qu'il est apparu. Ensuite commencent les reproches. « Tu ne m'aimes pas vraiment. Tu es comme tous les autres étrangers. Tu veux juste m'utiliser. » L'inversion classique, victime-bourreau. L'homme qui vient de sacrifier les économies de toute une vie se retrouve soudain dans le rôle de l'exploiteur sans cœur et transfère désespérément le montant suivant, juste pour restaurer sa bonne réputation. Une autre facette de ce réseau complexe est la dynamique de la disponibilité constante. Le développement technologique a permis aux arnaqueuses de maintenir parfaitement l'illusion d'exclusivité. Autrefois, le contrôle s'arrêtait à l'aéroport. Aujourd'hui, il s'étend jusque dans la chambre de la victime, à 10 000 km de là. Les appels vidéo au milieu de la nuit suggèrent la fidélité et la transparence. Elle lui montre son lit vide, elle lui murmure des mots doux. Ce qu'il ne voit pas, c'est le djik qui attend silencieusement dans la pièce voisine que l'appel soit terminé. Cette présence virtuelle constante est un puissant outil de contrôle. Elle donne à l'homme occidental un faux sentiment de sécurité. Il croit que, puisqu'il peut suivre chacun de ses pas sur l'écran, il a le contrôle. En réalité, elle contrôle son attention. Elle décide de la partie de la réalité qu'il est autorisé à voir. Le smartphone n'est pas la fenêtre sur son âme, c'est le cadre de son théâtre. À cela s'ajoute l'isolement psychologique. L'arnaqueuse travaille systématiquement à aliéner l'homme de son réseau social. Dès que des amis ou de la famille dans son pays d'origine émettent des doutes prudents, elle les dépeindra comme racistes, jaloux ou hostiles. Elle exige une loyauté absolue. Elle le force à se placer dans une position où il doit choisir entre elle et son ancienne vie. Comme l'ancienne vie semblait souvent grise, stressante et insatisfaisante, le choix se porte trop souvent sur l'illusion brillante et colorée des tropiques. Il la défend contre toutes les accusations. Il devient son avocat le plus bruyant. Chaque attaque extérieure semble les souder davantage. C'est la dynamique classique d'une secte, à la différence que la secte est composée d'exactement 2 personnes. Et puis il y a le retour. Beaucoup d'hommes ne supportent pas le choc de la découverte. Lorsqu'ils se tiennent devant la porte vide à Phuket ou qu'ils la trouvent dans les bras d'un autre homme, quelque chose de fondamental se brise en eux. Certains sombrent dans l'alcool, buvant littéralement à en mourir dans les bars de Patong
pour anesthésier la douleur. D'autres tombent dans une spirale de colère et de fantasmes de vengeance qui les plonge encore plus dans le pétrin. Les prisons thaïlandaises sont pleines d'étrangers qui pensaient pouvoir se faire justice eux-mêmes. Ils oublient qu'ils ne sont que des invités temporaires dans ce pays. Peu importe combien d'argent ils ont investi, peu importe combien de maisons ils ont construites, ils ne deviendront jamais des locaux. Ils restent le pharaon, l'étranger de l'extérieur, dont l'argent est pris volontiers, mais dont le manque de respect envers les lois non écrites du pays est rigoureusement puni. Il faut une immense force pour admettre son échec. Il faut du courage pour ramasser les morceaux, faire une croix sur la perte et quitter le pays sans se retourner. Les hommes qui réussissent cela, qui prennent le vol de retour et rompent définitivement le contact, sont les vrais survivants. Ils portent des cicatrices que personne ne voit et ils ont appris une leçon dont le prix était astronomique. Mais ils ont au moins la chance de prendre un nouveau départ. Les autres restent enfermés dans une boucle sans fin. Ils pardonnent, ils oublient, ils paient à nouveau. Ils croient aux nouveaux mensonges, aux excuses selon lesquelles ce n'était qu'un terrible malentendu. Ils retournent aux distributeurs de billets, dans la peur constante et paralysante que l'illusion éclate définitivement demain. Il faut arrêter de considérer ces histoires comme des cas isolés tragiques. Elles suivent un scénario qui a été perfectionné depuis des décennies. Ils pensaient acheter un avenir commun, mais ils ne louaient qu'une illusion qui s'est terminée le jour où l'argent a cessé de couler. Il n'a pas été victime du hasard, mais d'une stratégie d'extraction précise et culturellement ancrée. Une stratégie conçue pour pomper un maximum de ressources avec un investissement émotionnel propre minimal. Le réveil cruel à Phuket, devant un appartement vide ou dans la certitude d'une existence parallèle, n'est pas un défaut du système. C'est le stade final logique et inévitable de ce système. La vérité est brutale. Vous ne pouvez pas subventionner une véritable connexion. Si vous payez pour éviter le drame, vous n'achetez pas la confiance, vous souscrivez simplement au prochain problème. À partir d'aujourd'hui, votre réalité opérationnelle doit changer. Arrêtez d'écouter les mots et commencez à auditer les actes. Toute demande d'argent, aussi dramatique que soit l'histoire derrière, doit être un panneau stop absolu. Votre rôle n'est pas d'être le sauveur, mais l'architecte de votre propre protection. Créer ces vidéos me prend beaucoup de temps, en plus de mon travail de consultante, alors si cela vous a été utile, soutenez la chaîne en vous abonnant. À la prochaine vidéo.